Europe 1, bonjour. Europe 1, bonjour. Spécial présidentiel. Samuel Etienne. Depuis 5h ce matin jusqu'à 9h, Europe 1 spécial présidentiel, notre matinale. Le politologue Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, est toujours avec nous, ainsi que le journaliste italien Alberto Toscano. Merci à tous les deux. Myriam Ankawa, journaliste politique au Parisien aujourd'hui en France. On évoquait à l'instant la une du Parisien, nous a rejoint. Bonjour Myriam. Bonjour Samuel. Ainsi qu'Axel de Tarlet, notre spécialiste éco. Bonjour Axel. Avec vous Axel, on va se pencher sur les programmes économiques des deux finalistes du second tour. Qu'est-ce que vous pensez de la une de votre propre journal, Myriam ? Écoutez, je la trouve totalement réussie. La sensation Macron, sensation, c'est un mot qu'on a pris le temps de choisir parce que personne ne s'y attendait. C'est l'homme qu'on n'a pas vu venir. Et puis cette photo, évidemment, elle fait un petit peu penser à un Kennedy. En tout cas, on a discuté de ça hier soir. Quel âge il aura ? 39 ans. 39 s'il ans. est élu à l'Élysée, Absolument. ce sera bien sûr le plus jeune président de la 5e. Il est né en décembre, il n'aura pas 40 ans au moment de l'investiture. S'il est élu, bien évidemment. On le dit, on les redit, c'est totalement inédit. Il ne fait pas partie des partis traditionnels. Personne ne le connaissait. Il a créé son parti il y a tout juste un an. Et puis, il faut aussi dire que s'il correspond à cette attente de renouvellement, de changement des pratiques et du personnel politique, il incarne à la fois le côté renverser la table, mais dans quelque chose qui reste assez raisonnable, je mets des guillemets, puisqu'on va le voir sur l'Europe, sur à la fois l'économie, il reste dans une volonté collective Myriam, et de pour vous, c'est solidarité. peut-être la raison de son succès d'avoir su incarner, surfer sur cette envie de changement des Français, mais avec un visage raisonnable, rassurant. Absolument. C'est ça ? Exactement. C'est d'ailleurs... il faudra vraiment prendre le temps de comprendre ce qui se passe dans le pays, parce que quand on a deux partis de gouvernement qui sont balayés comme ça du premier tour, à la fois la droite et la gauche, ça veut dire beaucoup de choses. C'est sans doute la fin des partis de gouvernement. Il faudra qu'ils se renouvellent. Mais en même temps, il a fait applaudir l'Europe pendant tous ses meetings, et c'était le seul. Donc il y a une volonté véritablement d'en finir avec ce qu'on peut considérer comme un vieux système, mais tout en restant dans un jeu collectif. Myriam, vous venez de parler de l'Europe. Alberto Toscano, votre conviction, c'est que l'Europe va être au cœur, au centre du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle. J'imagine, parce que tout relève de l'Europe. Le sujet de l'immigration a un lien direct avec l'Europe, le sujet des frontières, le sujet de l'économie, et le sujet même de la défense de certains de retraite, de ne pas faire de réformes, de rien changer. Là, vous soulignez l'importance de l'Europe, mais Myriam nous rappelait à l'instant que finalement peu de candidats ont parlé de l'Europe avant le premier tour. Pourquoi ça changerait là entre les deux tours, à votre avis ? Parce que là, on a l'un contre l'autre les deux candidats qui expriment les points de vue extrêmes par rapport à l'Europe. Le plus européiste et la plus anti-européenne. Mais je tiens à souligner le fait que l'Europe traverse un moment électoral, élection en Hollande au mois de mars, maintenant en France, au mois de juin en Grande-Bretagne et à nouveau en France, en septembre en Allemagne et ensuite en Italie. Donc, l'Europe réfléchit sur elle-même. Cette élection française était le révélateur de l'attitude des citoyens européens par rapport à la cause européenne. Le message qui vient de cette élection est changer à l'Europe, oui. Changer quelque chose à l'Europe, oui. Renverser la table de l'Europe, pour utiliser l'expression que Myriam vient d'utiliser à propos de la politique française. Effacer l'Europe, non. Sortir de l'euro, non. Sortir de l'Europe, non. Bruno Cotresse, c'est vrai qu'on a reproché à la campagne d'avant le premier tour de finalement de ne pas parler du fond, mais des questions de personnes, puis des affaires, bien sûr. Est-ce que, à la faveur de l'entre-deux tours, on va parler enfin de l'important, de l'essentiel ? Reproche un peu injustifié sur la campagne de premier tour. On a parlé beaucoup du fond, et même d'une certaine manière, quand la thématique des affaires a dominé la campagne, en fait, c'était parler du fond. L'aspiration des Français à avoir une autre classe politique, un autre mode de fonctionnement, et puis on a quand même parlé du fond, car l'Europe, effectivement, on en parlait, c'est tout sauf une surprise pour les spécialistes de sociologie électorale. Nous avons tous étudié depuis 15-20 ans l'impact de l'Europe dans la vie politique française, et on voyait que quelque chose de puissant était en train de travailler en profondeur l'espace idéologique français. Les spécialistes de la question européenne, à propos de l'Europe, parlent souvent du géant endormi, c'est-à-dire c'est un géant qui veille, et puis de temps en temps il se réveille, et quand il se réveille, il peut faire beaucoup de dégâts autour de lui. Là, on a clairement l'illustration de ça. Le deuxième tour va être effectivement, sans aucun doute, pour la première fois dans l'élection présidentielle, un grand rendez-vous, un grand débat national sur la question de l'Europe. Et en France,
mondialisation, je suppose. Et de la aussi, mondialisation. Et en France, c'est beaucoup plus, effectivement, Alberto a raison, c'est beaucoup plus le conflit d'interprétation sur les directions de l'Europe pour qui, au profit de qui, pour faire quoi, plutôt que la question de principe. La question de principe en France, il n'y a pas une majorité de Français qui souhaitent que la France sorte de l'Union européenne. Par contre, il y a de véritables conflits d'interprétation entre la gauche et la droite sur ce que doit être l'Europe. Et ça fait 15, 20, 30 ans peut-être que la France débat de cette question de manière plus ou moins sous-jacente. Là, c'est totalement explicite. Et la question de l'Europe et la question de la mondialisation, eh bien, ça nous amène directement au programme économique, bien sûr, des deux candidats qualifiés pour le second tour. Axel de Tarlé, vous vous penchez ce matin avec nous sur les programmes économiques de ces deux candidats. On commence par qui ? Oui, mais pourquoi c'est très important l'Europe ? C'est parce que la cohérence de leur projet économique passe par, même si vous voulez, même si l'Europe est populaire, la cohérence économique du projet de Marine Le Pen implique une sortie de l'Europe. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen veut favoriser les entreprises françaises, elle veut favoriser le Made in France et pénaliser le Made in étranger, entre guillemets, par une taxe à 3%. Tout ça impose, ou favoriser nos entreprises, tout ça impose une dévaluation, donc une sortie de l'euro. Donc si vous voulez, l'Europe s'impose économiquement pour que Marine Le Pen puisse mettre en œuvre son programme de favoriser les entreprises françaises, le Made in France, etc. Et d'accorder des cadeaux comme le retour de la retraite à 60 ans, etc., sans dégrader la compétitivité des entreprises françaises qui s'extrairaient un petit peu de l'euro et donc de ce cadre européen. Et à l'inverse, le programme économique d'Emmanuel Macron, lui, il veut créer un ministre de l'économie européen qui aurait un budget européen qui serait sous le contrôle du Parlement européen. Donc là, on est au contraire vers plus d'intégration. C'est très bien que l'euro, là, est dans un entre-deux qui n'est pas tenable. Donc, où on en sort, et c'est Marine Le Pen, où on va de l'avant, et c'est Emmanuel Macron. C'est pour ça que, si vous voulez, l'Europe, même si c'est pas un sujet sexy pour les journalistes, ça s'impose parce que c'est la cohérence des deux programmes économiques. Il est au cœur de notre débat. Oui, c'est plus ou moins. Voilà. Et c'est l'aiguillage, là. Alors, mission, si on met de côté l'Union européenne, quelles sont les autres lignes de fracture sur le plan économique entre ces deux candidats de second tour ? Emmanuel Macron. Alors, on a bien compris que Marine Le Pen, on sort de l'Europe et on va vers donc des formules. On rétablit les frontières et ensuite, protégés de nos frontières, nous pouvons faire un petit peu ce que nous voulons. Nous pouvons revenir à la retraite à 60 ans. Alors, attention, parce que quand on est dans nos frontières, après, c'est compliqué. Hein, c'est pas un claquement de doigts. À l'inverse, Emmanuel Macron, lui, veut plus d'Europe, ce qui implique d'emmener l'Allemagne et les autres pays européens, ce qui implique de montrer un visage sérieux de la France et ce qui implique d'être plus compétitif parce que nos entreprises sont en compétition directe avec les entreprises allemandes dès lors qu'on est dans la même monnaie, dans le même bain européen. Et donc, il y a tout un programme d'économie d'Emmanuel Macron. Ce sont les fameux 60 milliards d'économies sur 5 ans, les 120 000 postes qu'on supprime dans la fonction publique. Alors, un programme plus light que celui de François Fillon, mais du coup plus acceptable socialement. C'est l'alchimie Macron. Voilà. Et Alberto Toscano, vous nous disiez que... c'est vrai qu'on va pas faire de la poétique fiction à l'extrême, mais il n'y a pas de suspense quant à l'issue du second tour, sinon le score des deux candidats. Et donc pour vous, Alberto Toscano, là les Français, avec ce premier tour, on dit oui à l'Europe. Oui, je dirais que les Français ont mis en première position, évidemment, le candidat qui était le plus européiste, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Parce qu'effectivement, il y a un problème de situer la France en Europe, de la faire peser plus par rapport à l'Allemagne, par rapport à Bruxelles, mais pas que la France. L'Italie, l'Espagne se posent les mêmes problèmes parce que les gouvernements ont des comptes à rendre à leur opinion publique. Le citoyen européen qui croit en l'Europe veut une Europe qui se soucie mieux et plus de ses problèmes quotidiens. Donc, il y a un problème d'image de l'Europe. Si des candidats plus critiques vis-à-vis de l'Europe, imaginons l'hypothèse qui faisait peur à l'Italie et aux Italiens d'un second tour Mélenchon-Le Pen. Si cette hypothèse s'était vérifiée, évidemment, l'Europe serait entrée dans une spirale de crise. Aujourd'hui, l'Europe a toutes les conditions pour changer à mieux. Encore faut-il que le gouvernement soit capable de relever ce défi. Myriam Ankawa, je reviens maintenant. Marine Le Pen, qualifiée donc pour le second tour. C'est un second 21 avril. Pourtant, certains parlent de son score comme d'une semi-défaite. Pourquoi ? Parce qu'elle ne vire pas en tête. Quel est votre sentiment ? Écoutez, c'est et en assez même temps, paradoxal. Elle est 7 dans millions de voix. Une situation assez ambivalente, Marine Le Pen. Elle réussit un exploit. Elle progresse en voix, et même elle marque le meilleur score en voix, en nombre de voix, en millions de voix, puisqu'elle gagne 900 000 voix par rapport à 2012. Et 15 ans après, nouveau 21 avril, mais elle n'est pas en tête. Il faut dire qu'au fond, on s'y attendait tellement
y a peu d'effets de surprise. Et il y a cette impression, au fond, puisqu'elle n'arrive que deuxième, que malgré sa performance, eh bien, elle est un peu en deçà, elle cale un peu, alors qu'au fond, c'est déjà une très très grosse percée. Donc, ça n'est pas rien. Il faut prendre conscience de ce qui arrive dans le pays. Marine Le Pen, le Front National, est au deuxième tour, 15 ans après le 21 avril. Il faut absolument prendre le temps de regarder à la fois la géographie, la sociologie de ce vote. Mais c'est vrai qu'on a cette impression, et elle-même, là, parce qu'elle ne voulait pas ce score, il y a encore quelques mois, il faut dire qu'elle était donnée entendu dans son ton bien hier soir, au-delà. Il faut se rappeler, il y a plusieurs mois, on parlait d'une Marine Le Pen peut-être au-delà de 30%. Donc, les cartes sont rebattues. Il y a un plafond de verre, on va probablement le voir dans notre pays. Mais attention, Marine Le Pen, elle a des réserves de voix. Elle en a chez Nicolas Dupont-Aignan. Elle en a chez ceux qui ont voté François Fillon. Et puis, il faut dire que le Front républicain, même s'il est à l'œuvre au niveau des ténors des partis, eh bien, on ne l'applique plus. On l'entend sur le terrain. Les électeurs ne veulent plus qu'on leur dicte leur conduite. Donc, il y a fort à parier qu'elle va progresser au deuxième tour et bien au-delà des 20% qu'avait fait Jean-Marie Le Pen en 2002. Axel Le Tarlet ? Moi, j'ai une question pour Alberto. C'est est-ce que Macron peut le comparer à Renzi en Italie, qui a un peu d'ailleurs techniquement échoué, mais qui était un personnage intéressant, jeune, moderne, très européiste aussi, etc. Oui, ils ont d'ailleurs pris le pouvoir au même âge, parce que Renzi est devenu Premier ministre à 39 ans. Voilà. Donc, oui et non, dans le sens que Renzi a pris le pouvoir à travers son parti. Donc, il est dans la ligne de la politique traditionnelle. Il y a eu une élection primaire à l'intérieur du Parti démocratique, il l'a gagné, il a pris le pouvoir. Par contre, Macron a créé un nouveau parti. Il est sorti du jeu politique traditionnel pour marquer de façon plus claire le sens de renouvellement que sa candidature exprime. Et la question est de savoir maintenant ce qu'il va se passer pour le second tour, pour les législatives, bien sûr, avec la question que posait tout à l'heure Bruno Cotresse, de savoir de ce que va devenir En Marche, un parti comme les autres ou pas. Un grand merci à tous les quatre ce matin. Merci Myriam Ankawa du Parisien, qu'on retrouve désormais chaque lundi dans Europe 1. Bonjour, merci Bruno Cotresse, merci Axel Le Tarlet, merci beaucoup Alberto Toscano d'avoir été avec nous ce matin pour ce début de matinale spéciale présidentielle. Bon lundi.